Populiste. Cet adjectif occupe une place paradoxale dans le débat public. À la fois nébuleux et omniprésent, il est tantôt lancé comme un nom d'oiseau pour jeter l'anathème sur un politique auquel on reproche ses outrances, tantôt brandi comme un étendard par ceux qui s'en réclament. Dans cette cacophonie, comment y voir clair ? Peut-être en cherchant à définir le populisme d'après les grands critères de la philosophie politique. Si ce concept désigne la volonté de flatter ses électeurs, qu'est-ce qui le distingue au juste de la démagogie ? S'il se rapporte moins à une doctrine qu'à un certain style, n'est-il pas le fruit d'une volonté d'exacerber les antagonismes dans le débat public ? S'il renvoie enfin à la volonté de court-circuiter les institutions républicaines pour en appeler directement à la volonté populaire, son essor actuel n'émane-t-il pas d'une crise de la démocratie représentative ? Qu'appelle-t-on populisme ? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés, aux côtés des sociologues Gérald Bronner, François Dubet et Anne Muxel. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever. Bonjour Gérald Bronner. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur de sociologie à Sorbonne Université et votre dernier ouvrage dont nous allons parler s'appelle « À l'assaut du réel », paru aux presses universitaires de France. Bonjour François Dubet. Vous êtes sociologue également, vous êtes auteur de l'ouvrage « Le mépris, émotion collective, passion politique, populiste peut-être, mais aussi du temps des passions tristes, inégalité et populisme » aux éditions du Seuil. Et bonjour Anne Muxel. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite en sociologie et en sciences politiques au Cevipof à Sciences Po et vous publiez Inventaire des peurs françaises aux éditions Odile Jacob, un ouvrage coécrit avec Pascal Perrineau. Je mentionnais en introduction le fait que l'adjectif populiste occupe une place omniprésente mais nébuleuse, difficile à définir dans le débat public. Je vous propose d'écouter une petite anthologie des utilisations possibles de ce mot. On voit un président de la République dans le mépris à peu près de tout ce qui construit une démocratie et les forces vives de la société, mais qui aujourd'hui, parce que ce modèle est dans l'impasse, au fond, utilise l'autoritarisme comme moyen et le populisme comme discours. Oh, regardez, ils sont populistes, ils écoutent le peuple. Oh, c'est vraiment des gens vulgaires. On serait vulgaire. En quoi on est vulgaire d'écouter le peuple ? La démocratie, c'est quoi ? Ce sont des mots, mais les braves gens ne s'y trompent pas. Cette façon de m'injurier me tient lieu de légion d'honneur d'une certaine manière, non ? Dès que vous remettez en cause l'ordre établi par les élites autoproclamées, vous êtes accusé de populisme. Bon, eh bien si c'est ça la définition, je l'assume, je l'endosse, et même avec le sourire. Et moi je dis que si le populisme, encore une fois, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, eh bien je suis populiste. Nos auditeurs ont reconnu sans doute les voix de Yannick Jadot, parlant d'Emmanuel Macron, de Nicolas Dupont-Aignan, de Jean-Luc Mélenchon, ou encore de Marine Le Pen. Anne Muxel, l'utilisation du mot populisme, à la fois comme insulte et parfois comme mot dont certains politiques peuvent se réclamer ou se revendiquer, n'est-elle pas le signe d'une ambiguïté sémantique ? Oui, alors on le voit bien à la fois dans votre propos liminaire et dans ce florilège que nous venons d'entendre, toutes les dimensions du populisme. Et j'en retiendrai deux qui, peut-être, au départ de cette émission, vont nous permettre de clarifier les choses. Le populisme, c'est à la fois une lecture de la société, c'est une lecture simpliste, binaire, qui oppose un peuple unifié, certes sur des principes différents, soit sur une base ethno-culturelle, par exemple, soit sur une base sociale, mais en tout cas toujours qui oppose un peuple unifié à des élites. Et puis la deuxième dimension, c'est que le populisme, c'est aussi une manière de faire de la politique. Faire de la politique en sautant par-dessus les corps intermédiaires qui sont généralement vilipendés, on l'a entendu, et c'est un leader qui du coup va s'imposer et va exprimer les intérêts du peuple directement, ou en tout cas va faire croire qu'il va exprimer les intérêts du peuple directement. Donc c'est un leader qui va notamment souvent dire tout haut ce que le peuple pense tout bas. Ça a été une rhétorique beaucoup, par exemple, du Front National, maintenant aujourd'hui Rassemblement National. Et donc voilà, c'est aussi une manière de faire de la politique. Et souvent, c'est ne serait-ce que déjà à partir de ces deux dimensions, ça crée cette confusion, cet usage un peu tous azimuts du mot populisme, dont on peut se revendiquer ou qui peut servir au contraire à dénoncer, à injurier, que l'on a bien entendu. C'est vrai que cette confusion ne nous aide pas à penser sans préjugés, selon le titre de cette émission. Gérald Bronner, comment définiriez-vous, si vraiment de façon très scolaire, les critères permettant de poser le concept de
de populisme? Ils viennent déjà d'être assez bien mentionnés en fait par ma collègue Anne Muxel. D'abord, effectivement, il y a un usage pour, disons, déprécier en quelque sorte la position de l'adversaire politique. Il y a un usage intentionnel et un mésusage en fait du terme, mais ce n'est pas parce qu'on en mésuse de temps en temps qu'il ne définit pas quelque chose qui a une cohérence, notamment du point de vue de la science politique. Et il y a beaucoup d'auteurs qui se sont penchés sur ce sujet. Je pense à Frieden notamment, qui rappelait que, évidemment, le populisme n'est pas un programme politique établi, mais qu'il s'adosse toujours sur une thématique narrative. Et c'est pour ça qu'elle peut se trouver aux frontières de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, ou même ailleurs du reste, qui est la trahison du peuple par les élites. Enfin, ce concept n'est pas si vaporeux qu'on ne puisse pas en faire un test statistique avec une certaine cohérence, puisqu'il y a un certain nombre de collègues comme Ackermann, Nude ou Zaslov qui font des thèses pour mesurer ce populisme selon trois critères que Anne Muxel a déjà un peu mentionné, qui est celui de l'hypostase de l'idée de peuple, c'est-à-dire un peuple cohérent en fait, et à qui qu'on essentialise et à qui on prêterait souvent des vertus. C'est les braves gens que vient de mentionner Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Ça, c'est un trait d'essentialisation. Deuxièmement, le droit de ce peuple à se faire entendre, si possible sans médiation. Qui veut dire, par exemple, selon certaines déclinaisons, le contournement des médias, le contournement de l'expertise, y compris scientifique, ou le contournement, que sais-je, même du droit, dans le pire des cas. Là, je parle évidemment pour disons, la pointe la plus acérée du populisme. Et le troisième point, qui est en fait la malfaisance consubstantielle des élites. Et derrière le terme élite, selon votre position politique, vous pouvez désigner les uns ou les autres, ou tout ensemble, un système, l'État profond, etc. En fait, c'est un discours qui est très polymorphe et qui ne définit pas un programme très établi. Mais il y a une narration qui est quand même très reconnaissable dans certains discours. Ouais. Alors, au regard de ces trois critères et de ce récit qu'ils permettent de mettre en place, une question se pose en effet. Le populisme est-il un programme ou en tout cas une doctrine politique à part entière qu'on peut manier comme telle? Est-il plutôt une affaire de style, voire de communication? Moi, je vais reprendre ce qu'on a dit, c'est-à-dire que, d'abord, historiquement, le populisme désigne des choses complètement étrangères. Je veux dire, les narodniks russes, les populistes américains qui ont influencé Roosevelt, évidemment le populisme latino-américain qui est une très grosse affaire autour de Perón en Argentine. Bon, c'est-à-dire qu'on appelle populistes des choses qui sont politiquement extrêmement différentes. La deuxième chose, évidemment, c'est que, à mon avis, mais je ne reprends que ce qui a été dit, le populisme, c'est un style politique. C'est pas un programme politique, c'est un style politique. Ce style politique oppose le peuple aux élites. Il est théorisé, d'ailleurs, par Chantal Mouffe, pas par d'autres, il est théorisé. On réunit, on fabrique le peuple dans l'opposition aux élites. Alors, quelquefois, c'est le peuple nation, quelquefois, c'est le peuple classe, quelquefois, c'est les deux, ça circule. Mais on fabrique le peuple et le populisme, c'est un style aussi de leader. C'est le leader en colère. Voilà. Le populisme a un leader en colère. C'est l'homme-peuple. Je suis le peuple, ma colère est la vôtre, etc., etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, on est un peu embarrassé parce que le populisme est à la fois hyper démocratique, c'est le peuple souverain. Et quand il critique les élites qui prennent le pouvoir, c'est pas complètement... c'est pas absurde. Enfin, je veux dire, c'est un vrai problème, après tout. Donc, c'est une revendication démocratique. Mais en même temps, cette revendication démocratique a quelque chose d'étrange. C'est qu'elle finit par lutter contre la démocratie représentative, organisée, institutionnelle. C'est-à-dire que c'est le peuple contre les partis, c'est le peuple contre la justice, c'est le peuple contre l'autorité des sachants, des méprisants, de la science, etc. Donc, on est très embarrassé par cette histoire parce que c'est à la fois démocratique, c'est nous, le peuple, on veut être entendu, et en même temps, évidemment, on considère que la démocratie institutionnelle, telle qu'elle fonctionne depuis Montesquieu, au fond, est l'obstacle au peuple, et donc, c'est des histoires qui peuvent terminer relativement mal. Alors, aujourd'hui, je dirais qu'on est devant un double objet. C'est d'une part des émotions populistes qui sont extrêmement spectaculaires. Je veux dire, tous les matins, on lit du Trump en étant sidéré par démagogie invraisemblable, l'absence de vérité, c'est terrifiant. Et en même temps, derrière ou à côté, il y a un programme politique.
Et le programme politique, c'est autre chose. Donc il y a Trump d'un côté et puis Vance de l'autre, si je peux me permettre. Voilà. Mais ça pourrait être autre chose que Vance. Cette espèce de gisement émotionnel peut aller d'un côté ou de l'autre. On l'a très bien vu en Amérique latine, quand même, la grosse expérience populiste. Ça démarre bien avec Perón, même très bien. Et ça se termine très mal. Voilà. Ça se termine très mal parce que le peuple uni n'est pas uni en réalité. On va reparler en effet, François Dubet, de cette historicité de la notion de populisme et de son ambiguïté même philosophique par rapport au concept de la démocratie. Mais Gérald Bronner, dans l'anthologie de l'utilisation de l'adjectif populiste, il y a une occurrence que je n'ai pas mentionnée mais qui est très intéressante, c'est qu'Emmanuel Macron, pendant sa campagne de 2017, menait à la fois un combat pour le progressisme, contre des partis auxquels il reprochait leur populisme, et en même temps, à certains moments, il a pu lui-même être accusé de populisme, voire revendiquer l'adjectif. Je cite Emmanuel Macron, 21 novembre 2018, devant les maires de France. Nous sommes de vrais populistes avec le peuple tous les jours. Dans le journal du dimanche en 2017, si être populiste, c'est parler au peuple de manière compréhensible sans passer par le truchement des appareils, je veux bien être populiste. Est-ce que ça ne vient pas renforcer cette ambiguïté en faisant que même ceux qui combattent un certain populisme ou disent le combattre peuvent aussi s'en réclamer? Oui, ça prouve que le terme populisme peut donner lieu à de la démagogie. Il y a un usage démagogique du terme populisme qui joue justement sur cette frontière qu'a bien pointé François Dubet dès l'origine des démocraties. Je dirais que c'est presque l'ombre noire, l'ombre narrative en fait des démocraties. C'est tellement vrai que quand vous regardez, quand vous lisez les grands discours des orateurs de la Révolution française, par exemple, je pense à Anna Karsis-Cloutz, ils ont souvent cette obsession qui taraude la démocratie, puisque c'est censé être le gouvernement du peuple, eh bien de la trahison du peuple en fait. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes obligé techniquement de pratiquer une forme de démocratie par délégation, par représentant, d'où d'ailleurs la question de la crise de la démocratie représentative, vous êtes toujours aussi taraudé par l'idée que cette délégation, elle pourrait être trahie par ceux qui la reçoivent. Et donc c'est véritablement en effet une ombre, et c'est pour ça qu'on a toujours cette ambiguïté, y compris dans tous les politiques dont vous avez fait entendre la voix tout à l'heure, qui sont pourtant très différents politiquement, mais il y a toujours cette ambiguïté, y compris chez Emmanuel Macron, de jouer démagogiquement sur le terme sémantique peuple, populisme, peuple, c'est bien la démocratie, le pouvoir du peuple, et donc pour légitimer en fin de compte une narration qui, de bien des points de vue, peut nous conduire à des aventures politiques discutables. Alors, puisque vous parlez de cela, nous allons revenir sur l'historicité du concept de populisme et sur la manière dont le populisme peut cristalliser un certain nombre d'affects. France Culture, sans préjugés. Nathan Devers. Qui c'est qui est très gentil? Les gentils. Qui c'est qui est très méchant? Les méchants. Qui a tous les premiers prix? Les gentils. Qui roupille au dernier rang? Les méchants. Qui fait des économies? Les gentils. Et qui gaspille son argent? Les méchants. Les gentils. Qui c'est qui se retrouve devant? Les méchants. C'est comme un guignol spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde y croit. Mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie? Nos auditeurs reconnaissent probablement la voix de Michel Fugain et du Big Bazar, Les gentils, les méchants. Pourquoi cette chanson? D'abord, c'était la chanson du célèbre film Je ne sais rien, mais je dirai tout de Pierre Richard en 73. Mais c'est une chanson qui a été reprise aussi au moment des Gilets jaunes par un certain nombre de Gilets jaunes qui essayaient de poser comme ça cet antagonisme entre les puissants, les gentils mais qui ont une vie détestable, et les supposés méchants qui sont en fait les vrais gentils de la chanson. Anne Muxel, en faisant écho à l'ambiguïté de cette chanson, je voulais qu'on l'entende parce qu'on dit toujours, et peut-être est-ce un préjugé, que le populisme se nourrit des peurs. Mais comment arrive-t-il à construire un affect de solidarité,
d'espoir, voire parfois de plaisir à partir de la peur qu'il met en scène et de l'antagonisme qu'il radicalise. À cette double mission qui peut être la sienne, c'est-à-dire de ramener le peuple à lui. Et donc ramener le peuple à lui à partir des préoccupations du peuple, des inquiétudes du peuple. Voilà, il se veut, ce populisme, porteur et représentant finalement de toutes les préoccupations directes du peuple et entend apporter des solutions. Alors bien évidemment, et ça a été rappelé par François Dubé, dans un moment d'abord de crise de la représentation politique, forcément le populisme y trouve d'autant plus de force. Les populismes, parce qu'on n'a pas encore parlé des populismes de gauche, de droite, on a un peu évoqué tout à l'heure que dans leur apparition, les populismes avaient des obédiences, on va dire, politiques, mais aussi des terrains géographiques très différents. On n'en a pas parlé, par exemple, du boulangisme au début de la Troisième République, où on voyait bien le général Boulanger en opposition à la République parlementaire, jugée inefficace et corrompue. Mais bref, dans un temps de crise des grandes catégories idéologiques traditionnelles, il y a un espace qui se libère pour un discours syncrétique. Et je crois aussi je crois que c'est Gérald tout à l'heure qui a parlé de la dimension narrative, de la thématique narrative, de ce discours polymorphe. Effectivement, ce discours syncrétique polymorphe, eh bien, du coup, il fait appel, il a pour ressort ses émotions, ses sentiments dans le cadre effectivement de ce citoyen affectif. Georges Marcus évoque le citoyen sentimental, d'un citoyen qui de plus en plus, parce que les grandes idéologies se sont déstructurées, parce que la politique s'est désinstitutionnalisée, individualisée, et bien du coup, les émotions, la façon dont chaque citoyen va réagir en fonction d'un contexte émotionnel qui est le sien, ça va être plus fort. Et donc, dans ce cadre-là, la grille de lecture des citoyens pour appréhender leur environnement social, politique, est de plus en plus régie par les émotions. François Dubé, dans ses ouvrages récents, et notamment dans le dernier, a bien exploré le rôle des passions tristes, plus que des passions, on va dire, positives. Et dans ces passions tristes, l'affect de la peur est évidemment très fort. Et donc, les populistes, les leaders populistes vont à la fois se nourrir de ces peurs pour entretenir ce discours narratif polymorphe, syncrétique, auquel tout le monde peut se raccrocher, donc gagner du terrain dans des franges de plus en plus diverses de la population. Mais ils vont aussi instrumentaliser ces peurs, et donc tous ces affects pour gagner effectivement de la puissance électorale. Il y a un philosophe italien, Antonio Scuratti, qui a désigné très très bien les leaders et les responsables politiques, et notamment populistes. Il dit finalement que ce sont des ventriloques de la peur. C'est-à-dire qu'effectivement, ces leaders populistes sont comme une caisse de résonance. Ils en font une arme politique pour désigner des boucs émissaires. Alors, ils vont désigner des boucs émissaires dans le champ, effectivement, des peurs individuelles. Ils vont jouer sur la peur de l'agression, la demande de sécurité personnelle, mais aussi la question du sentiment de déclassement, de la vulnérabilité, de la non-reconnaissance, que François Dubé a très bien montré au travers de la question du mépris. Et puis aussi, ils vont faire une arme politique. Ils vont faire une arme politique des peurs collectives. Ça va être l'immigration, la peur de l'autre, et juste pour la peur effectivement de perdre une cohésion nationale, une identité nationale, etc. Tout ça, c'est des peurs collectives qui peuvent aussi même se nicher sur le terrain scientifique. Tout au début de l'émission, Gérald a parlé effectivement de la science. Et juste un dernier mot pour finir. La dernière vague du baromètre de confiance politique qui sort là demain, nous avons quand même cette défiance à l'égard des autres qui aujourd'hui dans la société est très importante, puisqu'on a ce chiffre de
seuls 71% des Français qui pensent que l'on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres. Donc on voit bien là, tout du point de vue des affects, tout ce qui peut entretenir et galvaniser les populismes. Justement, Anne Muxel, vous parlez des passions tristes et du rôle qu'ils jouent dans le populisme. François Dubé, vous avez consacré un livre à la question du mépris, émotion collective, passion politique, où vous montrez la manière dont cet affect circule au sein de la société comme une forme de cristallisation subjective, en fait, d'un phénomène objectif qui est le phénomène de la domination. Alors, la question que j'aimerais vous poser est une question très simple, volontairement naïve, mais comment, dans une société, sortir du mépris, étant donné que les inégalités sont pourtant patentes et un fait structurel? Oui, alors ce que je vais essayer de montrer, c'est que ce qui a changé, c'est pas tellement l'ampleur des inégalités, c'est la nature de l'expérience des inégalités. Moi, je suis né dans une société de classe, où les inégalités, c'est une expérience collective. Et donc le sentiment de mépris est inscrit dans la structure sociale, mais il n'est pas une agression individuelle comme aujourd'hui. C'est-à-dire c'est nous les hommes, les femmes, nous les travailleurs, les bourgeois, c'est nous. Nous et nous. Bon, nous et eux. Aujourd'hui, ce qui me frappe dans les recherches que j'ai faites, c'est que l'expérience des inégalités est individuelle. Elle est individualisée. C'est moi qui suis victime d'une inégalité, et d'autant plus forte que je me définis de mille manières, par mes diplômes, l'endroit où je vis, mon sexe, ma sexualité, etc., etc. Donc, l'expérience des inégalités qui était emboîtée dans une structure de classe devient une expérience collective, une expérience individuelle insupportable. La deuxième dimension qui me frappe, c'est qu'on est passé d'un idéal de l'égalité des conditions. La justice, c'est de réduire les inégalités de conditions à l'égalité des chances de se réaliser. Et dès lors, alors c'est incontestable sur le plan de la philosophie politique, mais évidemment, c'est un principe de justice extrêmement violent parce que d'un côté, vous avez les vainqueurs et de l'autre, vous avez les vaincus. Et ça se manifeste politiquement d'une manière qu'on ne souligne pas assez, c'est que jusqu'aux années 80, les non-diplômés, les vaincus, votent à gauche. Aujourd'hui, les non-diplômés votent à l'extrême droite et les diplômés votent plutôt dans les partis libéraux, centristes, etc. Donc, alors ça, quand vous regardez le trumpisme, c'est la haine des universités, la haine des vainqueurs, de leur arrogance, etc. Et la troisième dimension qui s'ajoute à ça, c'est que vous avez ce qu'on pourrait appeler une chute de l'autorité des institutions. Pour donner un exemple très simple, l'instituteur de la Troisième République est mal payé mais respecté. Aujourd'hui, le professeur des écoles est mal payé et pense qu'on ne le respecte pas. Parce qu'il n'a plus l'autorité des institutions qui le garantit. Donc, la conjonction de ces mutations qui sont l'histoire des sociétés démocratiques fait que le mépris devient une expérience. Quand j'écrivais ce livre, je me suis beaucoup amusé. Je demandais à mes amis, est-ce que tu te sens méprisé? Tout le monde me disait, ouais. Je me sens méprisé quelque part, comme dit l'autre. Je me sens méprisé. Alors, le problème de cette émotion, c'est que elle est le produit des injustices, des inégalités, c'est peu contestable, mais on s'en libère qu'en méprisant à son tour. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui en fait une passion triste, c'est que dès lors que vous êtes méprisé, vous dites, ce qui mériterait vraiment le mépris, c'est d'autres. Et vous avez tous ces phénomènes que les anglo-saxons, les américains appellent le backlash, qui fait que le groupe dominant qui n'a plus le monopole de la reconnaissance dit le véritable méprisé, c'est moi. Aux États-Unis, les sondages montrent que les blancs de classe moyenne protestants se sentent plus discriminés que les minorités qui le sont objectivement beaucoup plus. Donc vous êtes dans une espèce de machine infernale, puisque je ne me libère du mépris qu'en méprisant à mon tour. Alors quand vous me posez la question « que faire pour en sortir ?», je dois dire que je suis un peu muet, parce que, évidemment, on s'en sort par la démocratie. Évidemment, on s'en sort par la reconnaissance. Mais c'est un travail extrêmement lourd parce que on a quitté un type de société qui encastrait les expériences individuelles dans des systèmes de représentation collective. Et aujourd'hui, ces expériences individuelles, au fond, s'affolent. Voilà. C'est extrêmement intéressant. Et je signale d'ailleurs pour les Gilets jaunes, ce qui est très caractéristique, c'est qu'ils ont refusé, les Gilets jaunes, toute
tout porte-parole. Tellement que mon expérience est singulière. Je dénie à quiconque le droit de parler en mon nom. Ce qui est le contraire, évidemment, d'un processus démocratique normal. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites sur ce paradoxe, cette contradiction du mépris, parce qu'elle rejoint peut-être la question de la vérité. Dans la généalogie que nous sommes en train d'esquisser du populisme, généalogie presque nietzschéenne, d'essayer de trouver des instincts derrière un phénomène contemporain, on rejoint peut-être, Gérald Bronner, la question que vous posiez à l'assaut du réel, c'est-à-dire une réalité commune, intersubjective, qui est mise en péril. Il y a des pages dans ce livre où vous évoquez le populisme, notamment de Milei et de Trump, en notant que le populisme naît chez ses partisans d'une suspension volontaire de l'incrédulité. La tronçonneuse de Javier Milei en Argentine, ses partisans ne chercheraient pas à savoir si c'est du premier, du second, du troisième degré. Pareil, ainsi en serait-il aussi des 30 000 mensonges proférés par Donald Trump dans son premier mandat. Est-ce qu'il y aurait finalement une question de mépris, d'affect, ou plutôt de défiance, ce serait le meilleur mot, derrière cette dissolution de la vérité? Mais d'abord, la vérité effectivement se fragmente, mais elle reste unique, et il n'y a pas d'individu qui soit indifférent à la vérité. Par contre, il y a des individus qui sont compétents à reconnaître une sorte de métalangage. Alors je pense que parmi les électeurs de Trump, il y a des gens qui croient au premier degré, par exemple, qu'on mange des chats et des chiens, mais je pense qu'il y en a aussi un certain nombre qui comprennent bien que c'est une forme de métalangage pour désigner une communauté coupable, en l'occurrence, dans le langage de Trump, c'est-à-dire les gens qui viennent de la migration. Et en effet, la grande différence narrative aujourd'hui, c'est que il y a une mutation en fait représentationnelle. C'est un des aspects de ce que nous sommes en train de vivre, et nos expériences sont de moins en moins encapsulées dans des récits collectifs. J'en donne un autre exemple, par exemple la disparition de l'usage et du prestige du terme de progrès. Le progrès était une représentation du temps un peu transpartisane, qu'on soit de gauche ou de droite. On regardait un peu l'avenir collectivement avec appétit, en quelque sorte. Aujourd'hui, tous les sondages, les études montrent que les gens n'ont plus du tout envie de vivre dans l'avenir, qu'ils croient que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et je monte dans l'assaut du réel, en convoquant des données massives, que l'usage du terme progrès, que ce soit en italien, en espagnol, en allemand, en anglais, en français, s'effondre en fait à partir des années 60. Et il se passe quelque chose là, où on revendique, par exemple, pour penser au situationnisme, la subjectivité radicale, c'est-à-dire l'imposition au réel de mon ressenti. Et évidemment, ce ressenti subjectif, il nous fait perdre, si on va jusqu'à l'hyperbole, l'autre. Ce que nous perdons, c'est l'altérité, en réalité. Alors, comment résoudre ce problème ? Je n'ai pas non plus de solution, pas plus que mon ami François Dubé, mais en revanche, la question qu'on doit se poser, c'est comment resynchroniser la vie sociale, comment rencontrer l'autre. Parce que dans le fond, ce qu'il y a, c'est une déshumanisation de l'autre. Et je vois plein d'initiatives, je ne sais pas si elles seront fertiles, mais par exemple, le journal La Croix propose à ses lecteurs de se rencontrer quand ils ne sont pas d'accord. Et c'est vrai que le simple fait de se mettre autour d'une table, d'échanger éventuellement des arguments, ça permet de réhumaniser l'autre. Peut-être que dans le triptyque républicain, on ne s'est pas encore assez intéressé à la fraternité. Oui, tout à fait. Alors c'est très intéressant cette question de l'exigence de réhumaniser l'autre, parce qu'elle nous invite, et c'est ce que nous allons faire, à poser la question de savoir de quel manquement, de quelle faille le populisme a-t-il pu naître, se déployer et connaître peut-être un essor actuel. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever. Anne Muxel, dans la généalogie que nous avons esquissée pour l'instant du populisme, il y a peut-être une étape de son histoire dont nous n'avons pas parlé, à savoir l'étape littéraire. Il ne faut pas oublier qu'au début du XXe siècle, alors que le mot populisme avait un usage assez restreint en sciences politiques encore, un courant littéraire est né, fondé par Léon Lemonnier, qui a publié en 1929 un manifeste du roman populiste. Je vous en lis quelques phrases. Le roman de demain, écrit Léon Lemonnier, devra avoir de la hardiesse dans le choix des sujets, une certaine trivialité de bon goût, en finir avec les personnages du beau monde, les pécores qui n'ont d'autre occupation que de se mettre du rouge, les oisifs qui cherchent à pratiquer des vices soi-disant élégants. Il faut peindre les petites gens, les gens médiocres, qui sont la masse de la société et dont la vie, elle aussi,
conte des drames. Ce mouvement populiste littéraire a donné lieu à un prix qui s'appelait le prix du roman populiste, que Sartre a notamment eu pour son recueil Le Mur, qui a été renommé aujourd'hui le prix Eugène Daby pour justement renoncer à la référence politique. Mais si je vous pose la question, Anne Muxel, c'est pour se demander si finalement la question qui se pose derrière le populisme, ce n'est pas celle, au sens presque esthétique avant d'être politique, de la représentation des classes populaires. Oui, bien sûr. Et puis c'est aussi un autre mot qu'il faut convoquer, celui de la reconnaissance. À ce moment-là, il faut convoquer Axel Honneth. La reconnaissance, c'est-à-dire effectivement de pans entiers de la société qui sont pourtant, qui font tourner la société, marcher la société, mais qui sont invisibilisés. On a évoqué dans cette émission les Gilets jaunes, bien évidemment que c'était des revendications qui portaient très largement ce mouvement et qui expliquaient la force de mobilisation de ce mouvement. Donc bien sûr que la question du populisme peut, dans un moment, mais je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, de crise de la représentation politique, eh bien, forcément trouver une brèche pour se développer, parce que c'est bien un ressort très important, c'est-à-dire de penser que la représentation politique ne peut plus s'organiser à partir effectivement des institutions démocratiques, à partir des corps intermédiaires, mais que cette représentation politique, eh bien, on va pouvoir l'organiser directement, puisque le peuple, au travers de son leader, va pouvoir directement s'exprimer. Alors, dans ce courant de la littérature, j'avoue, sur lequel je me suis pas particulièrement plongée, mais on voit bien que c'est cette même intention ou prétention que de donner, au travers de la littérature, en racontant la vie des gens, eh bien, un accès et une visibilité à ces gens qui ne sont pas assez visibles, y compris dans la littérature. Mais bon, je ne sais pas si on peut parler d'un écrivain comme Émile Zola comme étant un écrivain populiste, mais enfin quand même, dans tout le courant de la littérature réaliste de cette époque, il donnait bien à voir justement toutes les composantes de la population et de la société qui se situaient effectivement dans les classes populaires. Voilà ce que je pourrais répondre, mais la représentation, effectivement, reste la crise, on va dire, de la représentation, et le sentiment, on retrouve le mépris, c'est-à-dire le fait d'entretenir chez les citoyens le sentiment qu'ils sont méprisés, qu'ils ne sont pas représentés, et que donc on va trouver d'autres façons de les représenter, et surtout de répondre à leurs demandes. Oui, ça c'est vraiment le nerf de la guerre du populisme. Alors justement, le paradoxe de ce mot de représentation, c'est qu'il est à la fois esthétique, représenter un paysage dans un tableau, et politique, un député représente ses électeurs, etc. Enfin, représente d'ailleurs le peuple français, etc., etc. Gérald Bronner, vous définissiez le populisme tout à l'heure, notamment un des 3 critères, c'était l'absence de médiation. Et à cet égard, vous avez forgé un concept qui est le concept de néo-populisme, notamment dans la démocratie des crédules. Il s'agit, je le résume de façon peut-être un petit peu réductrice, de remarquer que dans l'époque qui est la nôtre, où de toute façon, notamment pour des raisons même technologiques, les médiations commencent à sauter les unes après les autres, eh bien le populisme connaît une métamorphose. Et je vous cite que l'expression politique donnée aux pentes les moins honorables et les mieux partagées de l'esprit humain aboutit finalement à une fracturation de notre monde commun. Quelle serait la différence entre le populisme à l'ancienne et le populisme qui nous attend ? Les deux ont un point commun, c'est qu'ils se fondent en termes de communication sur ce qu'on appelle la démagogie, c'est-à-dire des propositions politiques qui vont dans le sens de nos attentes les plus spontanées, qu'elles soient émotionnelles ou inférentielles. Ça a un peu moins intéressé la théorie politique, mais à mon avis, c'est tout aussi important. Toute démagogie n'est pas populiste, mais tous les populismes sont démagogiques.
Or, évidemment, la démagogie, c'est une proposition. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est dans quelles conditions du marché de l'information ces propositions vont être plus véloces que dans d'autres. Or, la dérégulation du marché de l'information, avec l'apparition des mondes numériques, à mon avis, un paramètre tout à fait important. Puisqu'on a pu, c'est très documenté, effectivement, montrer que ce qu'on appelle les passions tristes, alors la peur ou la conflictualité, non seulement s'emboîte très bien avec le marché de l'attention, mais en plus est amplifié par une logique algorithmique qui cherche à nous faire rester le plus longtemps possible sur les réseaux sociaux. Je donne un exemple. Pendant longtemps sur Facebook, un post, on n'est pas aux IA, un post qui était assorti de l'émoticône colère avait 5 fois plus de visibilité algorithmiquement qu'un post où il y avait seulement un like. Donc vous voyez, voici cette asymétrie de visibilité qui participe à un enragement collectif, évidemment. Alors, on a des politiques qu'on ne craint pas de considérer comme populistes, Donald Trump, par exemple, Bolsonaro et d'autres, qui ont toute cette caractéristique de vouloir parler directement au peuple. Et évidemment, les outils comme les réseaux sociaux sont des armes idéales pour sauter par-dessus, je dirais, tous les corps intermédiaires que sont les journalistes ou les commentateurs. Et donc, cette mythologie selon laquelle on pourrait parler directement au peuple, elle est en effet une inversion, ce sont plutôt des ventriloques, je reprends ce thème, on fait parler ce peuple d'ailleurs qui est essentialisé, on parle en son nom, on finit par être le représentant du peuple, et encore une fois, dans le pire des cas, même le droit devient administré par le leader qui considère que sinon c'est une trahison du peuple. Et finalement, la question qu'on peut se poser à cet égard, c'est de se demander si le populisme n'entretient pas un lien, je dirais, non pas de synonymie, mais en tout cas de mise en crise du concept de démocratie. François Dubé, vous disiez tout à l'heure qu'en effet, dans le lexique populiste, on trouve tous les mots-clés, tout le lexique fondateur de la démocratie, la souveraineté, le peuple, l'élection, l'égalité, et tant d'autres. La question qu'on peut se poser, en effet, c'est de se dire que est-ce que, quand on prend par exemple le contrat social de Rousseau, qui fait l'apologie d'une démocratie qui ne passe pas par la représentation, cette idée que la volonté générale, pour véritablement s'exercer, suppose que l'individu soit souverain et donc que la représentation moderne, la démocratie que nous autres modernes avons inventée, serait presque contradictoire avec l'idée même de démocratie. Que pensez-vous de la position de ceux, alors je peux citer par exemple quelqu'un comme Barbara Stiegler, qui a écrit un livre qui s'appelait Démocratie manifeste avec Christophe Pebart, qui dit que finalement, derrière le mot de populisme, il y a juste le concept de la démocratie antique. Alors, je suis un peu embarrassé dans cette affaire parce que, évidemment, Rousseau, vous n'ignorez pas, considère que la démocratie telle qu'il la conçoit est villageoise. C'est-à-dire que c'est dans des micro-sociétés. Or, ce que nous vivons, c'est strictement l'inverse. C'est-à-dire que nous dépendons de la totalité de la planète. Et d'ailleurs, c'est évidemment un facteur de populisme. C'est que aujourd'hui, nous sortons d'une société dans laquelle on est dominé par une bourgeoisie nationale, d'une certaine façon, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dominés par des mécanismes de marché qui n'ont pas de visage, et ce qui fabrique du complotisme, parce qu'il faut donner un sens à des mécanismes de domination qu'on ne peut plus identifier. Donc ça je parle sous le contrôle de Gérald Bronner, ça rend un peu fou. Il faut bien fabriquer des intentions. Oui, il y a un biais d'intentionnalité quand il n'y a plus de permanent. cause. Ça, c'est la première chose qui me paraît faire que la démocratie, ça doit rester, à mon avis, ce qu'elle est, c'est-à-dire un système de représentation qui finit par rationaliser les conflits. C'est ça la faire part. C'est une image un peu triste, un peu froide, mais il y a quelque chose d'un peu, je dirais, démagogique d'en appeler une démocratie permanente, alors que les mécanismes de domination sont, eux, complètement hors de l'espace. La seconde chose qui me paraît essentielle, c'est qu'aujourd'hui, il y a une contradiction entre l'égalité et la reconnaissance. Ça me paraît tout à fait important. C'est-à-dire que la manière que l'on a de répondre aux demandes, c'est de dire il faut de l'égalité et personne en réalité de conteste. Il faut de l'égalité, il faut de plus en plus d'égalité, de conditions, de chances, etc. Le problème aujourd'hui qui se pose, c'est qu'il y a une demande de reconnaissance des singularités. Ce qui me paraît parfaitement acceptable.
Il va de soi qu'on doit reconnaître les singularités culturelles, sexuelles, etc., religieuses, tout ce qu'on voudra. Mais le problème, c'est que la demande de reconnaissance des singularités mobilise un principe de fraternité, puisque je ne peux reconnaître des identités que dans la mesure où elles ne menacent pas ce que nous pourrions avoir en commun. Bon, c'est ça le problème. Et donc, nous sommes confrontés à des vieux trucs que je croyais, moi, personnellement, avoir disparu. C'est qu'est-ce qu'une nation ? Qu'est-ce que la fraternité, etc. Et là-dessus, les populistes sont dans un état d'ivresse parce que eux, ils ont des réponses. Ils savent ce que c'est que la nation, ils savent ce que c'est que la communauté des citoyens. Et la tradition démocratique est embarrassée parce que la nation, on est embêté. Parce que l'Europe et la France, on est embêtés. Parce que, regardez le débat sur la laïcité, c'est sidérant. Qui aurait imaginé que l'extrême droite soit aujourd'hui le défenseur le plus vigoureux de la laïcité qu'elle a toujours combattue et qu'elle défende de manière tout aussi vigoureuse, qu'elle lutte de manière tout aussi vigoureuse contre l'antisémitisme qui a été son je dirais... Ou qu'elle dise lutter, oui. Son carburant. Non mais voilà, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue aujourd'hui dans la réponse au populisme, qui est la redéfinition la capacité politique de redéfinir ce que nous pourrions avoir en commun. Et je crois qu'on est là extrêmement embarrassé parce que, au fond, les populistes sont plus forts pour répondre à cette question que ne le sont les démocrates. Gérald Bronner, je vous laisse le mot de la fin. Oui, certainement. D'abord, je suis d'accord pour dire que ce qui nous menace potentiellement, symboliquement, c'est la fracture de notre espace commun. Effectivement, l'hyper-individualisme nous empêche, dans l'absolu, d'avoir un fond commun. C'est le rapport à la réalité et au vrai. Et puis aussi, c'est vrai que ça taraude l'histoire des démocraties, comme vous l'aviez dit dans votre question, qui mettent en scène aussi leur impuissance. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans le discours des néo-populistes, c'est qu'ils ne cessent de mettre en scène les impuissances de la démocratie, qui, parce que précisément est un système complexe, qui doit tenir compte des avis divergents et qui a des strates administratives qui enrobent tout cela. L'Europe en est un exemple. Eh bien, vous voyez, Donald Trump, quand il signe, quand il arrive, je ne sais combien de décrets, ça, c'est une mise en scène de l'impuissance de nos démocraties. Merci beaucoup à vous trois pour ces échanges autour du populisme. Vous m'aurez enlevé ce préjugé que, en fait, finalement, la polysémie du populisme nous invite à réfléchir de la notion même de peuple, de nation, de pays. Peut-être que ça ferait l'objet d'une autre émission. Merci beaucoup à Aline Biette pour la préparation de cette émission et à Julien Moulet pour sa réalisation et sa mise en onde. Vous pouvez la retrouver sur le site et l'application de Radio France. Je vous dis à bientôt.